Bonjour, nous sommes ici pour la suite du livre Vercingétorix et nous sommes au chapitre 5, l'épopée de Vercingétorix. Tu permets ? Nous abordons la partie la plus délicate de toute étude sur Vercingétorix, celle qui concerne les événements auxquels il a été mêlé et sur lesquels nous avons des informations assez substantielles. C'est évidemment paradoxal, mais le problème réside dans le fait qu'en voyant Vercingétorix en pleine action, on ne discerne pas toujours les véritables motivations du personnage et qu'on a tendance à le considérer uniquement sous l'angle militaire, estompant du même coup ce qu'il contient d'éléments divers, pour ne pas dire contradictoires. Camille Juliane, qui lui a consacré un ouvrage, a fait de Vercingétorix l'incarnation du patriotisme gaulois, ce qui paraît pour le moins surprenant, toute idée de patriotisme telle qu'on le conçoit actuellement étant absente du contexte gaulois. Il faut dire que lorsque Juliane a composé son ouvrage dans les années 1900, l'idéologie dominante était un nationalisme français agressif et revanchard, provoqué par les rancœurs de la défaite de 1870 et remarquablement illustré par Barès. En somme, le Vercingétorix de Juliane, quels que soient les mérites du livre, est un héros français, prêt à revêtir l'uniforme bleu horizon pour repousser l'ennemi héréditaire et récupérer l'Alsace et la Lorraine. Il est évident que cette vision correspondait parfaitement avec les tendances révélées sous le Second Empire, tendances encouragées par Napoléon III et définies par la recherche d'une histoire nationale à la manière d'Henri Martin, ainsi que par la redécouverte d'un passé national dont le musée des antiquités nationales devenait le dépositaire sacré. À travers le personnage de Vercingétorix, on croyait donc reconnaître le grand ancêtre du patriotisme français, ce qui explique d'ailleurs l'abondante littérature romanesque qui a vu le jour sur ce sujet et les images d'Épinal copieusement répandues dans les manuels scolaires. À entendre les contemporains de Camille Juliane, Vercingétorix était même l'incarnation de la République française. Ne nous moquons pas de cette récupération trop tard. Elle était justifiée à l'époque. Nous voyons toujours les héros du passé à travers nos propres fantasmes. Et il est très difficile de séparer un personnage historique du contexte dans lequel un historien l'étudie. Chaque époque a sa propre conception de l'histoire. Il n'en reste pas moins vrai que l'image d'un Vercingétorix, incarnation du patriotisme gaulois, n'est que l'actualisation d'un mythe. Car Vercingétorix est un mythe, et comme tout mythe, il a besoin d'être incarné dans les faits, c'est-à-dire dans l'histoire ou dans la légende. Bon, quand il dit que c'est un mythe, c'est comme on a fait de Mérovée ou du roi Arthur des mythes. Il a réellement existé, sinon on n'en aurait pas des traces généalogiques. Vous allez me dire, mais comment tu sais tout ça ? Bah écoutez, j'ai lu plus que de raison et je n'ai pas fait que lire des livres, je n'ai pas lu beaucoup d'historiens récents. J'ai lu des textes antiques. Beaucoup. C'est encore un paradoxe que de prétendre que Vercingétorix est un mythe. Ah bah, de toute façon, dès que je dis un truc, il le dit. Son existence est prouvée. Alors pourquoi tu le dis? Bah, c'est pas grave, on s'en fout. Je vais arrêter de m'engueuler avec Marcal parce que il a une réalité historique incontestable parce que appuyé sur des preuves formelles. On ne pourrait pas en dire autant du fameux roi Arthur, bah si, encore que celui-ci puisse être recherché aux environs de l'an 500 sous l'aspect d'un simple chef de guerre, pas que, c'était aussi un général romain, lors des démêlés des Bretons insulaires avec les Saxons. Mais l'exemple de Charlemagne, dont la réalité est également incontestable, mais dont
l'aura mythique n'est pas moins certaine, est là pour nous montrer qu'on peut être à la fois un personnage historique et un héros mythique. Vercingétorix est devenu un mythe dans notre histoire, le mythe de l'homme qui a réussi pour la première fois à unifier nos ancêtres les Gaulois, d'où comme conséquence directe une connotation patriotique. Cependant, si Vercingétorix est devenu un mythe après, c'est qu'il l'était avant. C'est là que le problème devient le plus intéressant, car si le mythe n'avait pas existé avant l'existence historique de Vercingétorix, et là j'ai envie de dire, c'est pareil pour Arthur, celui-ci n'aurait jamais accompli les actions que nous connaissons, actions qui ont eu des répercussions évidentes sur la suite de l'histoire et qui ont contribué à la formation du mythe postérieur. En effet, le mythe incarné par Vercingétorix est celui du roi du monde. Ha ha ha. Ha ha ha. C'est un vieux rêve celtique qui n'a pratiquement jamais été réalisé. Si, mais c'est pas le sujet du truc là. Mais c'est marrant qu'il parle de ça, donc. On en trouve les données dans de nombreux textes littéraires celtiques ou d'inspiration celtique. La légende du roi Arthur en est l'expression la plus connue et la plus achevée. Mais sur le plan politique, on en décèle des traces dans tous les pays qui ont été sous la domination ou l'influence des Celtes. Ainsi, en Irlande, l'institution d'une royauté suprême, avec son siège à Tara, au centre mythique et mythologique de l'île, est-elle une tentative pour incarner le mythe du roi du monde? Et le fait que le roi suprême d'Irlande, le haut roi, Ard-ri, n'ait jamais eu aucun pouvoir effectif, prouve que cette institution est davantage un concept religieux ou métaphysique qu'une réalité politique vécue dans le quotidien. Et les Gaulois du temps de Vercingétorix connaissaient tous l'histoire et ou la légende d'Ambigatos, maître d'un empire celtique qui n'a jamais existé que dans la tradition. Pourquoi il aurait... Si c'est dans la tradition, ça veut dire que ça n'a pas existé. C'est ça, si je comprends bien. Le nom d'Ambigatos signifie qui combat des deux côtés. Et il est censé être roi des Bituriges, c'est-à-dire des rois du monde. Alors, on ne peut manquer non plus de rapprocher cela de la tentative d'Orgétorix, l'Helvète. Selon toute vraisemblance, Orgétorix était atteint de délire paranoïaque. Et ne pouvant le réaliser, Orgétorix n'a pas pu le supporter, il a préféré mourir. Or, le délire d'Orgétorix n'était-il pas le même que celui de Celtilos ? Ce dernier, sur le point de réussir, avait été tué par ses compatriotes qui ne déliraient point. Ouais, bon. Il essaie, là, Marcal, de trouver une raison. Bon, je vais faire un petit rappel quand même. On s'en fout de délire ou pas délire. Le fait est que les druides, en général, c'est pas le peuple qui décide d'abattre un roi, c'est les druides. Donc c'est les druides qui délirent un peu, qui tirent leurs oracles et qui disent non, ce roi, il va pas réussir à faire sa mission, du coup, on le zigouille. Bon, bref. En général, moi, je pense plus que c'est ça qu'autre chose. Mais le délire d'Orgétorix avait été repris par le peuple helvète tout entier, le conduisant à émigrer en masse dans l'espoir de trouver de nouvelles terres et d'établir un puissant royaume. Les mythes ne meurent jamais, ils prennent forme dans des circonstances qui ne sont jamais identiques et pourtant toujours analogues. Alors surgissent les événements historiques, tous articulés sur le schéma du mythe primitif. Et si les événements historiques sont vécus contradictoirement par rapport au mythe, le récit légendaire concernant des prouesses fantasmatiques vient suppléer à l'échec réel. C'est ce qui s'est passé pour le roi Arthur, incarnation de ce mythe du roi du monde, dans le contexte de la disparition politique des Celtes,
avec résurgence et exagération du personnage dans un cadre épique où les contingences matérielles sont niées. Ben, pas tant, hein. Il y avait... Enfin bon, bref. C'est un sujet d'étude, un de mes sujets d'études actuels. On en reviendra plus tard, mais je suis obligée d'intervenir là. Vercingétorix n'est pas apparu au hasard dans l'histoire de la Gaule et de l'Europe. Il est d'abord le fils de son père, et cela suffirait même pour expliquer son comportement. Là, il fait un peu de la psychologie à 2 balles, mais on lui en veut pas. Si on s'en tient à la lettre du texte de... Ne t'arrête. Qu'est-ce que t'as mangé? T'as mangé de la litière encore? Qu'est-ce qui se passe? Tu veux passer à la télé, tu veux faire ton intéressante, c'est ça? Qu'est-ce qui t'arrive? Va boire de l'eau. Hein? Ben voilà, en fait, elle voulait faire son intéressante. Vercingétorix... Si on s'en tient à la lettre du texte de César, Vercingétorix aurait... Ah non, mais arrête, s'il te plaît! Elle fait sa pauvre malheureuse pour prendre la place de sa mère. Si on s'en tient à la lettre du texte de César... Mais va crever ailleurs. Elle fait style qu'elle va mourir. Genre. Si on s'en tient à la lettre... Va boire de Lolo. Va boire du Lolo, ma chérie. Vous pouvez me laisser lire tranquille? Vous voyez pas que je suis occupée, là? Vous pouvez arrêter? Vous pouvez vous arrêter? Vous pouvez me laisser tranquille? Non, je profite que les bébés dorment pour faire une vidéo et les mamans... Super, quoi. On profite pour mettre un petit coup de rouge à lèvres. Je vais pouvoir reprendre. Si on s'en tient à la lettre du texte de César, Vercingétorix aurait spontanément décidé de se joindre à la rébellion partie du pays des Carnutes. Mais cette spontanéité est impossible quand on analyse froidement comment Vercingétorix, en quelques jours, est devenu roi des Arvernes, contre tous ses pairs, et chef suprême de toute la Gaule. Ben, pourquoi ça serait pas possible? Il n'y a pas de miracle. Bah si. Par contre, il y a, comme dans toute tragédie bien agencée, un moment où la crise, devenue insoutenable, éclate, ce qui se dit plus communément comme étant la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et ce vase, il a bien fallu que Vercingétorix le remplisse. Bien dit. Pendant toute son enfance et son adolescence, Vercingétorix a été hanté par l'image de son père, ça t'en sais rien, ce héros dont tu lui avais vanté les mérites, ce héros qui a voulu accomplir une œuvre d'envergure. Ah oui, sauf qu'il était là une génération trop tôt, et les druides le savaient. Mais bon, en même temps, je sais pas, en même temps peut-être que si les druides l'avaient laissé vivant, ça aurait été pire, peut-être que ça aurait été mieux, on ne saura jamais, mais peu importe. Il a dû souvent rentrer sa colère en pensant que les responsables de l'échec et de la mort de son père étaient les nobles Arvernes, et sans aucun doute des membres de sa propre fine. Il a eu la réaction normale d'un garçon dont le père a été injustement traité. Il a voulu le venger, se montrer digne de l'honneur paternel, continuer dans la même direction. Sauf que ça se trouve pas du tout. Ça se trouve, le gars... Enfin bref. Il a vu autour de lui des hommes qui ont également incarné cette conception de la royauté du monde. Il a étudié le comportement d'Orgetorix, le comportement de Dumnorix, le comportement d'Ambiorix, qui tous les 3 sont devenus ses modèles. Il s'est préparé à ce qu'il allait faire, et lorsqu'il est devenu l'ami de César, il a continué à se préparer dans ce sens. Car ou bien il devenait un grand roi sous la protection de César, ou bien il devenait un grand chef contre César, en utilisant les méthodes et les recettes qu'il apprenait auprès du proconsul. Il faut que je fasse aussi un petit point, c'est que nous avons là une civilisation celte qui est autonome, qui n'est pas empirique. Dire, ce qu'il y a d'empirique chez les Celtes, c'est l'autonomie. Face à un empire romain qui
annexe qui enlève le droit des peuples à se défendre. C'est grâce à Rome que tous les hommes sont devenus des moumous. Ok? Donc à un moment donné, je veux dire, quand on t'écrit sur Vercingétorix, il faut te dire qu'il y a une légitimité, de toute manière, à s'unir contre un empire qui dégénère l'âme et l'être, ok, qui asservit. Vercingétorix, en servant dans l'armée romaine, s'est en effet familiarisé avec la tactique des Romains. Il saura s'en souvenir lorsqu'il s'agira de les combattre. Et surtout, étant donné qu'il est noble, il sert dans la cavalerie. Mais on ne lui donne pas des cavaliers romains à conduire. La politique de César est d'intégrer le plus possible les Gaulois. On a donc demandé à Vercingétorix de constituer une troupe de cavaliers prêts à servir d'auxiliaires aux Romains, et ces cavaliers étaient bien entendu des Gaulois. C'est exactement d'ailleurs ce qui s'est passé pour Arthur et pour Mérovée. Ils ont été des cavaliers et même des généraux romains. Et si l'on réfléchit sur ce détail, on ne peut que mettre en évidence l'intelligence de Vercingétorix. Quoi qu'il pût arriver, le chef Arverne se retrouvait avec une troupe de cavaliers bien entraînés, bien organisés, troupe qu'il avait constituée au vu et au su des Romains, à leur barbe, pourrait-on dire, et qui pouvait utilement servir ses propres desseins. Ça, on n'en sait rien. Il se peut aussi que par amour pour lui, ses proches, est évité de lui parler de son père pour qu'il ait son libre arbitre. Ce qui, à mon avis, est plus dans l'esprit celte. Gaulois en tout cas. On a vu que lors de la seconde expédition de Bretagne, César avait fait venir de la cavalerie gauloise conduite par Dumnorix. Or, cette cavalerie n'obéissait qu'à Dumnorix, et il avait fallu que César fît tuer Dumnorix pour la récupérer. Cette fonction de chef des cavaliers représente un atout majeur dans le contexte politique et militaire. Avec sa troupe ainsi constituée, Vercingétorix peut à tout moment intervenir quelque part et influer sur le cours des événements. Plus tard, dans l'île de Bretagne, un certain Arthur, chef d'une troupe de cavaliers, se mettra, merci de le dire, ainsi au service de différents rois bretons pour chasser les Saxons, et acquérera de ce fait une autorité extraordinaire sur l'ensemble des peuples bretons. Cela jusqu'à ce que la légende s'empare du personnage et en fasse un roi surpassant tous les autres rois, un roi du monde. C'est la même idée qui anime Vercingétorix quand, sous le couvert de constituer un corps de cavalerie auxiliaire pour les armées romaines, il réunit des cavaliers habiles et dévoués. D'ailleurs, à partir du moment où il s'est éloigné de César et jusqu'au début de 52, Vercingétorix a eu largement le temps de compléter son équipe, de distribuer des dons, autrement dit d'acheter des hommes, comme il était d'usage de le faire. Il a eu aussi l'occasion de mettre à l'épreuve la fidélité des siens, le dévouement de ses clients. Les rapports qu'il a établis entre lui et d'autres chefs en dehors du pays Arverne sont certains, bien qu'ils ne soient pas prouvés. Mais on ne fera croire à personne qu'un chef important n'a pas eu de contact avec d'autres chefs gaulois, surtout à une époque où des événements obligeaient fatalement à des regroupements ou à des ententes. Il est à peu près certain qu'au moment de la rébellion ouverte des différents peuples de la Gaule, Vercingétorix, pourtant encore dans l'ombre, était l'un des responsables de ce réveil. D'autre part, à force de méditer sur les heures et malheurs de ses devanciers, Vercingétorix avait dû tracer son plan en tenant compte des erreurs ou des précipitations qui avaient fait échouer les différentes tentatives. Je pense pas qu'il y avait tentative. Faut revenir aux autres chapitres, mais
Je pense qu'il y avait vraiment un risque euh, depuis un certain temps, que l'influence romaine prenne du galon. Cela explique certainement pourquoi il est demeuré si longtemps à l'écart de tout, préférant une action discrète. Action discrète. Action directe, action discrète. Euh, alors. Eh, j'ai plus de lumière là. Tu peux arrêter de ramer, ordinateur? Moi, tant que mon ordinateur est rame, je lis pas, hein. Je suis pas soumise à l'Empire romain, je suis soumise à mon Macintosh, quoi. Hein? Bon, c'est pas grave, je vais continuer. Cela explique certainement pourquoi il est demeuré si longtemps à l'écart de tout, préférant une action discrète à des complots trop facilement décelables par les espions romains. Il bénéficie encore de cette sorte de neutralité que semblent avoir observé les Arvernes pendant les 6 années de guerre. C'est peut-être parce que les Arvernes désiraient seulement maintenir leurs relations commerciales avec le rivage méditerranéen. Ouais, en fait, ils avaient juste envie d'avoir du vin, quoi. Oui, c'est ça, il y avait les autonomes, ceux qui avaient besoin de personne, et ceux qui s'étaient un petit peu embourgeoisés, enromanisés, quoi. C'est-à-dire, on va plus dire bourgeois, on va dire romain maintenant, ça ira plus vite, parce que bourgeois, ça veut rien dire. Alors, parce que bourgeois n'a pas le même sens selon le siècle dans lequel on se trouve, en fait. C'est peut-être parce que César, jugeant les Arvernes comme un atout indispensable pour sa politique de collaboration, les avait ménagés et ne les surveillait que fort peu. Quoi qu'il en soit, cela a été un avantage pour Vercingétorix, d'autant plus que les guerriers arvernes, encore jamais engagés dans un quelconque combat, constituaient d'emblée une force armée intacte, un élément de pointe dans une grande armée qui restait agroupée. Enfin, ce qui semble présider au projet de Vercingétorix, c'est la façon d'envisager la prise de pouvoir. Incontestablement, c'est en s'opposant à César que Vercingétorix s'emparera de la souveraineté. Je ne suis pas très sûre que c'était le but. Mais bon. Or, César, dont le pouvoir est réel, n'a d'autre droit que celui du vainqueur. Il se présente en étranger, mais aussi en médiateur, désireux de réduire les rivalités entre peuples gaulois. En un sens, César est une sorte de souverain arbitre venu de l'extérieur. Oui, il faut savoir que l'Empire romain se prend pour Alexandre le Grand. Sauf que, sauf que non, Alexandre le Grand, les peuples étrangers lui ouvraient les bras, quoi. L'Empire romain, personne ne voulait être romain parce qu'il n'y avait aucune substance, quoi. Un petit rappel historique. Or, César, dont le pouvoir est réel, n'a d'autre droit que celui du vainqueur. Oui, en un sens, César est une sorte de souverain arbitre venu de l'extérieur. Vercingétorix va se présenter comme d'origine gauloise exclusivement, et c'est là qu'apparaît la confusion entre son attitude et le patriotisme. En effet, il s'agit simplement de bâtir une souveraineté selon les principes celtiques, en accord avec la formule qui veut que le pays soit plus fort que le roi. Hein. Ce n'est donc pas en tant que roi que Vercingétorix doit occuper les devants de la scène, mais en tant qu'incarnation du pays. Oui, mais bon, les vrais peuples antiques, c'est comme ça que ça se passait. C'est pour ça que je vous dis, quand je dis que Rome est une aberration sous laquelle nous devons encore nous purifier de la romanité, quoi. C'est pas rien ce que je dis. Hein.
Ce n'est donc pas en tant que roi que Vercingétorix doit occuper le devant de la scène, mais en tant qu'incarnation du pays. Oui, j'ai déjà dit bien. Il doit donc prouver son enracinement, être vraiment quelqu'un surgi du sol, avec ses références aux ancêtres, avec ses coutumes purement celtiques. Bah, il n'y avait pas besoin. Mais bon, peu importe. Laissons-le cheminer dans son truc. Là. Le cheminement est donc très clair, dit-il. D'abord, devenir maître incontesté de la fine de base. Je pense qu'il n'y avait pas besoin, parce que c'était les aptitudes, et que les aptitudes, il les avait. Il est compliqué, Marcal. Ce qui est résolu sans aucun problème, puisque Vercingétorix est le seul héritier de Celtilos, mais on s'en fout. Ensuite, devenir chef incontesté d'un clan groupant autour de la fine le plus de clientèle possible, ce que Vercingétorix réalise pendant les années qu'il passe dans l'ombre. Ensuite, devenir chef de la tuate, c'est-à-dire se faire reconnaître comme roi de toutes les fines arvernes. Enfin, prétendre au commandement de tous les peuples gaulois comme étant le mieux qualifié pour mener à bien une guerre de libération. Ainsi, cette souveraineté à laquelle il aspire sera-t-elle incontestable? Elle provient du pays, elle est voulue par le pays. On croirait lire les grands principes du contrat social ou le fameux chapitre de l'encyclopédie où Diderot exprime ses vues sur l'autorité politique. Le roi n'est pas l'élu de la divinité, il est l'élu du peuple. Bah ouais, mais pas que. C'est les deux. Chez les Celtes, c'est les deux. Le réveil des Gaulois. La préoccupation de Vercingétorix à conformer son personnage à un roi du monde qui serait voulu et élu par le peuple n'empêche aucunement ses motivations religieuses. Il est vraisemblable, et cela Camille Julian l'a remarquablement mis en lumière, que Vercingétorix est profondément religieux. Il se sent appelé par les dieux de son peuple ou par la divinité suprême afin de rétablir ses frères dans leur dignité et dans leur liberté. Du mythe du roi du monde au mythe de l'homme providentiel, il n'y a pas loin. Ce n'est pas être usurpateur que de prétendre équilibrer le monde en procédant à une redistribution des richesses à chacun selon ses mérites, tout en étant garant de la conformité de la société humaine à la société divine telle qu'elle est révélée par les druides. Car les druides, bien qu'absents du devant de la scène, sont omniprésents dans toute la Gaule, et plus particulièrement dans le pays des Carnutes, d'où partira le signal de l'insurrection libératrice. Mais la stratégie, a priori, c'est encore les druides qui l'exercent. Hein. Donc la stratégie, je ne suis pas convaincue que ce soit Vercingétorix qui l'ait fabriquée. Peut-être, on n'en sait rien, mais c'est peu probable. Vu qu'on voit que Celtilos a été peut-être zigouillé, non pas parce qu'il était mauvais roi, mais peut-être parce qu'il a osé établir des stratégies sans en parler aux druides, et c'est sûrement ce qui s'est passé. Voilà. On peut même envisager qu'il est arrivé la même chose à Vercingétorix. En réalité, ce sont peut-être même les druides qui ont facilité la prise de César. Enfin bon, bref. Ce serait une erreur de croire que la puissance des druides avait diminué au cours du 1er siècle en Gaule. La vie politique s'était certainement laïcisée dans la mesure où il n'y avait plus de roi, personnage sacré par nature, mais parce que, je l'ai déjà dit, il n'avait pas besoin, tout le monde était autonome. Quand l'autonomie est là, il n'y a pas besoin de roi pour la fabriquer, pour mener le troupeau, quoi. Mais des magistrats plus fonctionnaires que prêtres. Encore étaient-ils soumis à des interdits d'origine religieuse, et que la classe dominante était une alliance de la seconde et de la troisième fonction. On sait en effet que toute société, lorsqu'elle passe sous la domination de la troisième fonction, celle des producteurs, se rationalise et se laïcise. L'exemple du capitalisme sous toutes ses formes en est une preuve. Mais dans la Gaule de Vercingétorix, il s'agit seulement d'une alliance objective entre la seconde et la troisième fonction, le pouvoir nominal demeurant exclusivement aux mains des guerriers avec la bénédiction de la classe sacerdotale. La laïcisation n'est donc pas complète et les druides sont derrière toutes les actions des guerriers, c'est ce que je disais, même s'ils sont passés sous silence par César, lequel a tendance à les mépriser en parfait athée qu'il est, c'est faux. D'ailleurs, encore une fois, le proconsul est incapable, par nature comme par culture, de comprendre la spiritualité druidique. Ça, c'est... Je suis pas si sûre.
Euh, il la juge puérile, mais pas encore dangereuse pour l'esprit. Je vous rappelle quand même que César s'est encanaillé avec Cléopâtre, qui était une grande mystique, un peu débile mentale, mais quand même. Donc je pense qu'on ne va pas s'encoquiner avec une égyptienne quand on n'est pas versé dans la mystique. En revanche, ses successeurs seront effrayés par les effets possibles des doctrines druidiques sur l'esprit romain, et c'est pourquoi les druides seront interdits d'enseignement et pourchassés. Voilà. En fait, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que ce que je disais avant, du coup, il le confirme. Je pense même qu'il avait un grand respect des druides. Il se peut fort que les druides aient aidé César, hein, franchement. Pour l'instant, ce sont les druides qui s'inquiètent de l'influence que peuvent avoir les Romains sur la mentalité gauloise et sur leur comportement religieux. Comme ils forment une confrérie internationale, ils sont les mieux placés pour établir des contacts permanents entre les différents peuples. Il est possible d'ailleurs que César n'ait pas pris conscience du danger que représentait pour lui, c'est ça, l'organisation druidique, car si le proconsul avait ses espions infiltrés partout, la confraternité druidique constituait en elle-même un réseau parfaitement organisé pour les renseignements de toute nature. Et ce sont les druides qui vont contribuer à faire prendre conscience à la classe dirigeante de la réalité de l'amitié romaine. On sait que cette coalition de la seconde et de la troisième fonction avait tout intérêt à une collaboration avec les Romains, ceux-ci garantissant leurs privilèges et leur donnant l'occasion de développer leur activité fructueuse. Et je rappelle quand même qu'à l'époque, en moins 50, il y avait quand même peu de voisins de Rome qui n'étaient pas romains. Voilà. Donc, c'est quand même qu'il y avait un respect pour ce territoire. Et une crainte, peut-être. César avait misé sur cette classe dirigeante et celle-ci avait répondu à l'appel. C'est en grande partie pour cela que le proconsul avait pu maintenir sa domination en dépit des révoltes sporadiques. Seuls des isolés parmi les nobles et les guerriers avaient osé relever la tête, comme par hasard, à chaque fois épaulés par les plus défavorisés. Car finalement, c'étaient les plus pauvres qui étaient lésés. On assiste donc, pendant l'hiver 53-52, à une sorte de coalition groupant les défavorisés et les druides, qui fait contrepoids à la coalition des guerriers avec les gros producteurs. Les chefs sont inquiets parce que le pouvoir peut facilement leur échapper. Ils en viennent peu à peu à modifier leur attitude, à écouter les revendications des plus pauvres et à comprendre les réticences des druides quant à la collaboration avec les Romains. L'occasion est d'ailleurs favorable. César est retenu à Rome pour longtemps, semble-t-il, car après l'assassinat de Publius Claudius, des troubles ont éclaté et le proconsul ne peut se permettre de voir son autorité compromise là-bas. Ils lui font donc demeurer en Italie. Quant aux légions, elles sont dans leur camp, elles hivernent, comme moi. Et si elles surveillent les différentes régions, elles n'ont pas le pouvoir de prendre des initiatives autres que de se défendre en cas d'attaque. C'est déjà pas mal. Alors, chez tous les peuples de la Celtique et de la Belgique, c'est un chassé-croisé d'émissaires. L'occasion excite ces hommes qui ne supportaient qu'avec impatience d'être soumis au peuple romain. Ils commencent à faire des projets de guerre avec plus de liberté et de hardiesse. Les chefs gaulois s'entendent pour tenir des conciliabules dans des lieux écartés au milieu des bois. Là, ils se plaignent de la mort d'Acco. Ils montrent que ce sort peut devenir le leur. Ils déplorent le malheur commun des Gaulois. Ça, c'est César qui raconte ça. Bon, en même temps, c'est pas de lui sur ça, mais peut-être c'est un de ces moustiques qui lui a répété l'anecdote. Vous me direz si ça vous dit que par la suite, sous peu, je vous lise la guerre des Gaules, parce que c'est intéressant quand même d'avoir le...
d'avoir la version de César qui est quand même une des sources principales et qui a le mérite, j'ai envie de dire, d'être assez précise. Je pense pas qu'ils se permettent de fabuler. Il y a d'autres arguments en faveur de cette hypothèse sur le rôle primordial joué par des druides en cette occasion. Le fait que la révolte ait éclaté en premier lieu chez les Carnutes est un argument de poids. En effet, les Carnutes ne sont pas seulement au centre géographique de toutes les Gaules, mais ils peuplent le pays où se réunit l'assemblée annuelle des druides. En fait, le pays des Carnutes est, César le confirme, le centre religieux de la Gaule, et donc sûrement de la celtique. Peut-être avec... ouais. Non, ouais. Ce n'est donc pas sans raison que le signal de la révolte a été donné par les Carnutes eux-mêmes. Les chefs gaulois se réunissent donc en secret, sous l'égide et avec la complicité des druides qui, par leur fonction, leur servent de conseillers et d'arbitres. Qui participe à ces réunions ? Des hommes de toutes les classes et de toutes les tendances. Il est plus que probable que Vercingétorix fait entendre sa voix au cours de ces entretiens. Le fait qu'il ait été ensuite très vite accepté par le plus grand nombre de peuples prouve qu'on le connaissait déjà depuis longtemps. Certes, il avait eu le temps de se faire des relations et des amitiés chez tous les peuples, mais sa soudaine popularité ne peut s'expliquer que par sa participation active à la préparation de la révolte. Il a dû, au cours de ces fameux conciliabules, le mot de César est méprisant, mais il traduit assez bien le caractère secret de ces réunions, apporter tout le poids de ses réflexions, toute l'autorité dont il disposait en tant que chef du plus puissant des clans arvernes, proposer des plans d'action. César, renseigné plus tard sur ce qui se disait au cours de ces entrevues, raconte que les chefs gaulois demandent instamment qu'on entre en guerre et qu'on joue sa vie pour rendre à la Gaule sa liberté. Et il rapporte même certains fragments de discours. La première chose à laquelle on doit aviser, c'est de couper César de son armée avant que leur projet clandestin ne soit divulgué. C'est chose facile, car les légions n'osent pas, en l'absence du chef, sortir de leur quartier d'hiver. Et de son côté, le chef, sans escorte, ne peut rejoindre ses légions. Et puis, mieux vaut mourir en combattant que de ne pas recouvrer l'honneur militaire et la liberté que les aïeux ont légués. César. Un tel discours est tout à fait dans le ton de ceux que tiendra plus tard Vercingétorix, et il n'est pas exclu que le complot qui allait aboutir au massacre des Romains de Génaboum ait été mis en place par le chef Arverne lui-même. De toute façon, le soulèvement a été organisé au cours d'une assemblée qui regroupait un nombre considérable de délégués venus de toutes les régions de la Gaule, tout au moins de la Celtique. Après maintes discussions sur ces projets, les Carnutes déclarent que pour le salut de la patrie, il n'est pas de danger qu'ils n'acceptent et ils promettent d'être au premier rang des révoltés. Puisque pour le moment, on ne peut se garantir mutuellement par un échange d'otages, car cela risquerait d'ébruiter leurs projets, que du moins, disent-ils, on s'engage par des serments solennels autour des étendards réunis en faisceau, cérémonie qui noue chez eux le plus sacré des liens, à ne pas les abandonner une fois les hostilités commencées. On félicite à l'envi les Carnutes, le serment est prêté par toute l'assistance et on se sépare après avoir fixé la date du soulèvement. César. L'aspect religieux de l'engagement des chefs gaulois apparaît on ne peut plus net. Et c'est le contrat oral, il n'y a pas de contrat écrit. Donc le contrat oral est hyper important. Et ce sont les Carnutes, dépositaires en quelque sorte du symbole de la religion druidique en Gaule, qui s'offrent à donner le signal en engageant eux-mêmes leur responsabilité pleine et entière. Pour une fois, le secret fut effectivement bien gardé et aucun des espions de César ne fut informé de ce qui se tramait chez les Carnutes. Il n'en fut pas de même malheureusement pour l'ensemble de la Gaule, pour ce qui se tramait en Belgique. En effet, les Belges n'attendaient eux aussi qu'une occasion pour reprendre la lutte, mais dans des conditions qui leur permettraient d'aller vers un succès décisif. Les épreuves qu'ils avaient subies les confortaient dans leurs desseins, et là aussi on sentait la nécessité d'une coordination. Certes, on gardait le contact avec les peuples de la Celtique et on était prêt à marcher avec eux,
Mais il fallait tenir compte d'une réalité, à savoir que les garnisons romaines étaient placées de telle sorte qu'elles coupaient la Belgique de la Celtique. Il était donc indispensable de prendre des mesures propres à lancer l'insurrection en plein cœur de la Belgique, en même temps qu'en plein cœur de la Celtique. C'est Commios Latrébate qui joue en Belgique le rôle de Vercingétorix. Après sa période de collaboration avec César et sa crise de conscience, il est entré délibérément dans le camp de la résistance à Rome et a usé de son autorité qui était grande, on le sait, pour constituer une coalition. Or, Commios est trahi ou espionné. C'est Hirtius, le continuateur des commentaires de César, qui nous l'apprend. Titus Labienus, en l'absence de César qui rendait la justice dans la Gaule citérieure, ayant appris que Commios intriguait auprès des cités et formait une coalition contre César, crut qu'il était possible d'étouffer cette trahison sans manquer aucunement à sa loyauté. Comme il ne pensait pas qu'il vînt au camp si on l'y invitait, il ne voulut pas éveiller sa défiance en mission de le tuer sous le prétexte d'une entrevue. Il lui adjoignit des centurions spécialement choisis pour cette besogne. L'entrevue avait lieu et Volusenus, c'était le signal convenu, venait de saisir la main de Commios. Mais le centurion, soit qu'il fût troublé par ce rôle nouveau pour lui, soit que les familiers de Commios l'eussent promptement arrêté, ne put achever sa victime. Le premier coup d'épée qu'il lui donna lui fit cependant une blessure grave à la tête. De part et d'autre, on avait dégainé, mais chacun songea moins à combattre qu'à se frayer un passage pour fuir. Les nôtres, en effet, croyaient que Commios avait reçu une blessure mortelle, et les Gaulois comprenaient qu'il y avait un piège tendu et craignaient que le danger fût au-delà de ce qu'ils voyaient. À la suite de cette affaire, Commios, disait-on, avait juré de ne jamais se trouver en présence d'un Romain. Donc ça, c'est les commentaires. On pourra remarquer au passage la curieuse conception de la loyauté dont fait preuve Labienus. En tout cas, il est bien certain que le complot de Commios, s'il n'avait pas été découvert, aurait complété celui de la Celtique et certainement permis une action plus rapide et plus décisive de la part des insurgés. Il est probable que la tournure des événements en eût été fort différente. Mais cela prouve également qu'il y avait dans toutes les parties de la Gaule une volonté commune d'en finir avec l'occupation romaine. Cependant, le plan des Carnutes est exécuté dans les moindres détails. Quand arrive le jour fixé, les Carnutes, entraînés par Cotuatos et Conconetodumnos, hommes dont on ne pouvait attendre que des folies, se jettent à un signal donné dans Genaboum, massacrent les citoyens romains qui s'y étaient établis pour faire du commerce, mettent leurs biens au pillage. C'est ça. Il semble qu'Orléans, Genaboum, ah ouais, c'est Orléans, d'accord, a été choisi pour sa valeur exemplaire. Ce n'est pas à proprement parler une ville, mais une forteresse refuge et un important relais commercial sur la Loire, à l'intersection du chemin de terre qui va du nord vers le sud, le fameux chemin de Saint-Jacques. Les Romains y ont établi des comptoirs commerciaux dont l'influence grandit chaque jour. En somme, détruire ces comptoirs était détruire symboliquement l'influence romaine dans cette région, et du même coup débarrasser le territoire carnute, territoire sacré comme on l'a vu, des éléments étrangers qui le profanaient. L'aspect religieux de cette opération, sorte de sacrifice expiatoire, est encore plus net si l'on admet, comme tout le laisse penser, que l'un des chefs de la rébellion, le dénommé Cotuatos, était un gutuataire, c'est-à-dire un prêtre, littéralement père des rites, donc un membre de la classe druidique. D'ailleurs, l'année suivante, ce gutuataire paiera fort cher son intervention par suite de la vengeance des Romains. Arrivé chez les Carnutes, César demande qu'on lui livre, pour le châtier, le gutuataire, principal coupable et responsable de la guerre. On l'amène promptement au camp. César, malgré une naturelle clémence, est contraint de le livrer au supplice par les soldats accourus en foule
Il mettait à son compte tous les maux soufferts au cours de la guerre, et il eût fallu qu'il fût d'abord frappé de vierge jusqu'à perdre connaissance avant que la hache l'achevât. Et ça, c'est Hirtius qui raconte. La nouvelle des événements de Guénaboum se répand dans toute la Gaule à une vitesse incroyable. Il faut dire que les Gaulois ont un habile système de transmission des messages. Quand il arrive quelque chose d'important, quand un grand événement se produit, les Gaulois enclament la nouvelle à travers la campagne dans les différentes directions. De proche en proche, on la recueille et on la transmet. César. César indique donc le procédé de la voix, mais on sait qu'en réalité il s'agissait de signaux lumineux ou de fumée faits sur des tertres, des collines ou même des tours, et qui étaient retransmis à la façon du télégraphe chape. Quoi qu'il en soit, ce qui s'était passé à Guénaboum au lever du jour fut connu à la fin de la première veille chez les Arvernes, à une distance de 160 miles. Cela traduit en unité moderne signifie que la nouvelle a mis exactement 10 heures pour parcourir une distance de 240 km jusqu'à Gergovie, soit 24 km à l'heure. Une telle rapidité suppose une technique de relais parfaitement mise au point. Il est douteux qu'un tel système ait été établi dans toutes les directions. Cela laisse plutôt entendre que la liaison entre Guénaboum et Gergovie avait été mise en service dans un but précis, en clair parce qu'il y avait accord entre les Carnutes et les Arvernes. Pas tous les Arvernes, cependant. Dès qu'il reçoit la nouvelle de la révolte de Guénaboum, Vercingétorix entre officiellement dans le jeu. Il convoque ses clients et n'a pas de peine à les enflammer, nous dit César. Et pour cause, il les avait convaincus depuis bien longtemps, et ceux-ci n'attendaient que son signal pour accourir. Mais les choses se gâtent, car l'aristocratie arverne n'a guère envie d'entrer dans la guerre. Gobanitio, son oncle, et les autres chefs, qui n'étaient pas d'avis de tenter la chance de son entreprise, l'empêchent d'agir. On le chasse de Gergovie. César. Voilà donc Vercingétorix mis en échec avant même d'avoir commencé. Nul n'est prophète en son pays. Orgétorix et Dumnorix ont chèrement payé leur clairvoyance. Va-t-il en être de même pour le fils de Celtilos ? Après tout, les nobles Arvernes sont les mêmes qui ont tué son père parce qu'il aspirait à la royauté. Il se méfie du fils autant que du père. L'oncle Gobanitio semble même jouer un rôle douteux dans cette affaire, ce qui laisse supposer que son attitude envers Celtilos n'a pas dû être favorable. Il n'a rien à voir, il est con, lui. S'il lui dit de se barrer, c'est pour lui sauver la vie, oh. Il ne se décourage certes pas. Fort de l'appui de ses fidèles, il se met à recruter le plus d'hommes possible, ce qui fait que César ironise à bon compte. Il enrôle dans la campagne des miséreux et des gens sans aveu. Mais l'essentiel est de constituer une troupe assez importante, capable d'impressionner les autres. Vercingétorix ne perd pas son temps. En quelques jours après avoir réuni cette troupe, il convertit à sa cause tous ceux de ses compatriotes qu'il rencontre. Certes, cela a tout l'air d'une conversion par la force, mais la méthode est efficace. Il les exhorte à prendre les armes pour la liberté de la Gaule. On sent poindre le démagogue parfaitement habitué au discours devant les assemblées. Moi, je dis la même chose. Je dis putain, mais on peut rien faire. Depuis César, qu'est-ce qui a changé? On peut pas se défendre, quoi. Voilà. Et après, on fait chier les Américains parce qu'ils ont des armes. Mais attends, oh. Après, qu'ils laissent faire leurs gosses n'importe quoi, c'est une chose. Enfin, je veux dire, mais bon, eux au moins, ils ont des armes. Bon, je préférerais qu'ils aient des épées, hein, ce serait plus drôle. Mais... Alors, on s'en poindre. Alors pourquoi démagogie, quoi? Tout de suite, démagogie. Parce que tu sais pas te battre, alors tu dis que dès qu'on parle de se battre, on est démagogue? Non mais oh là.
Vercingétorix a suivi les leçons de ses maîtres en éloquence. Il a compris que la persuasion menée... Mais non, c'est tous des bons orateurs. Il a compris que la persuasion menée jusqu'au bout permettrait d'aller plus loin que la force physique. Ouais, c'est ça. Blablabla. Il rassemble de grandes forces et chasse ses adversaires qui, peu de jours auparavant, l'avaient chassé lui-même. Et ses partisans le proclament roi. C'est donc un véritable coup d'État, une sorte d'usurpation pour parler objectivement. Il est élu par le peuple, pas par les druides. Mais il a réussi en quelques jours ce que bien d'autres avaient payé de leur vie ou de leur liberté. Et la rapidité de son action prouve en tout cas qu'elle était prévue et qu'elle découlait d'un plan savamment mûri. Cependant, si Vercingétorix est roi, même discutable, des Arvernes, cela ne lui suffit pas. Il lui faut, il lui faut accomplir son dessein qui est double, ou plus exactement, qui est unique mais à double face. Chasser les Romains de la Gaule et se faire reconnaître comme chef suprême, sinon comme roi en titre. Mais ça, j'en suis pas sûre qu'il en voulait lui-même. De l'aveu même de César, il envoie des ambassades à tous les peuples et il les supplie de rester fidèles à la parole donnée. Et alors, ça ne veut pas dire qu'il voulait être suprême. Cette information prouve que tout cela fait partie d'un plan concerté. Il y a eu complot antérieur, entre Vercingétorix et les chefs des principaux peuples. Et nous possédons la liste de ceux-ci. Bon, mais ça va quoi? Tout va bien, hein, c'est pas la peine de se mettre dans cette heure. Ce sont d'abord les Arvernes, bien sûr, qui, tout en acceptant à contre-cœur la royauté de Vercingétorix, ne voient pas comment ne pas le suivre. Il a d'ailleurs 2 fidèles lieutenants parmi les Arvernes, un certain Critognatos et son cousin Vercassi Velaunos, le meilleur entre eux, les très distingués, fils de la sœur de sa mère. Par contre, ses 2 ennemis au sein même de son peuple sont Gobanitio, son oncle, et le chef Epatnakos, qui se ralliera plus tard à César et méritera le titre de très grand ami de Rome. Les superlatifs devenant nécessaires car le titre de simple ami du peuple romain est trop galvaudé. Ce sont ensuite les Carnutes avec leurs 2 chefs, les conjurés de Génaboum, Cotuatos et Conconeto d'Umnos, les Cadurques du Quercy, qui sont clients des Arvernes, dont le chef Lucterios, le plus riche de son peuple, sera l'un des plus fidèles lieutenants de Vercingétorix et poursuivra la lutte après sa défaite, les Lémovis de Limoges, dont le chef Sédulios est magistrat et chef de guerre, une partie des Pictons, la région de Lémonum, Poitiers, demeurant fidèle à César, tous les Aulerques, Cénomanie, Éburovis et Diablinthe, avec le vieux général Camulogène. Les Andes de l'Anjou, avec l'opiniâtre et entêté Dumnacos, les Turons de Tours et les peuples de la Confédération armoricaine. Sans qu'il soit question des Vénètes qui semblent avoir, pour ainsi dire, disparu. Non, laisse tomber. C'est pas grave. Non, parce que je travaille sur les armoricains, qui ne sont... Les Sénons de la région de Sens, parce que... ils ont disparu parce que c'est les seuls qui savent naviguer, donc ils sont... laisse tomber. Les Sénons de la région de Sens, avec Drapéos, qui, à la tête d'esclaves et de vagabonds, avait rassemblé autour de lui tous les exilés de la cité, les otages fugitifs, les déserteurs de toute nation, et avait constitué sa propre armée quelque peu secrète et marginale. Les Parisiens et les Trévires, dont le chef Ambiorix hantait toujours les forêts à la tête de ses maquisards, rescapés des précédentes guerres. Enfin, les Atrébates, sous la conduite de leur roi Comnios. Cette confédération comprend la moitié de la Gaule conquise par César et se caractérise par une prédominance des peuples de l'Ouest et du Centre, probablement les anciens peuples qui avaient constitué autrefois le fameux empire arvène du temps de Luerne.
Les Santons demeurent en dehors de cette confédération, ainsi que les peuples du sud du Massif central, qui craignent une intervention venue de la province ou que leur ciel leur tombe sur la tête. Les Rèmes sont résolument hostiles. Les autres peuples belges attendent ce qui va se passer. C'est très belge ça. Les Séquanes et les Helvètes sont incertains sur la position à prendre. Quant aux Éduins et aux Bituriges, ils sont divisés. Certains chefs prônent le ralliement à Vercingétorix, mais la majorité est franchement hostile. Les confédérés se rassemblent rapidement et, chose nettement stupéfiante, Vercingétorix apparaît comme l'homme providentiel. Pardon, j'ai pas arrêté de roter parce que je bois du lait au chocolat. À l'unanimité, on lui confère le commandement suprême, César. Cette unanimité laisse à penser d'ailleurs que tout était conclu d'avance. Et Vercingétorix a réussi ce que les autres n'avaient pas osé tenter ou n'avaient pas eu la chance de mener à bien. Cependant, le roi des Arvernes ne perd pas son temps à fêter l'événement. On est en état de guerre et il faut agir le plus rapidement possible si l'on veut réussir pleinement dans cette entreprise de libération de la Gaule. Vercingétorix affirme d'emblée son autorité et même son exigeante tyrannie. Il réclame des pleins pouvoirs qui lui sont accordés. Certes, ces pouvoirs sont essentiellement militaires. Il n'apparaît en aucune façon comme roi de toute la Gaule, bien qu'il ne se cache pas de vouloir un jour obtenir cette royauté. Il est seulement un chef de guerre, une sorte de dictateur à l'ancienne mode romaine, n'a pas rien à voir. Ou encore comme le fameux Arthur historique, qui ne... Oui, lequel n'était que le chef d'un groupe. Mais non, mais il oublie la mystique, que ces gens voyaient des fantômes, quoi, qui avaient un sens à la vie, quoi. Putain. Marcal, il a fait un travail remarquable, mais des fois, c'est comme s'il avait honte d'être un mystique, quoi. Il m'énerve. Qu'est-ce que tu veux nous prouver, là? Quel n'était que le chef d'un groupe de cavaliers assurant la sécurité de plusieurs royaumes bretons. Investi de ses pouvoirs, il exige de tous ces peuples des otages, il ordonne qu'un nombre déterminé de soldats lui soit amené sans délai, il fixe quelle quantité d'armes chaque cité doit fabriquer, et avant quelle date, il donne un soin particulier à la cavalerie. C'est juste un roi, il lui a en tripartite pour le peuple, il a le peuple avec lui, il est guerrier, mais il n'a pas les druides. À la plus grande activité, il joint une sévérité extrême dans l'exercice du commandement. La rigueur du châtiment rallie ceux qui hésitent. Pour une faute grave, c'est la mort par le feu et par toutes sortes de supplices. Pour une faute légère, il fait couper les oreilles au coupable ou lui crever un œil, et il le renvoie chez lui afin qu'il serve d'exemple et que la sévérité du châtiment subi frappe les autres de terreur. C'est ça. Les méthodes de Vercingétorix sont expéditives, mais elles sont nécessaires pour rendre homogènes les troupes hétéroclites qui sont constituées. Bah ouais, si t'es un nonoche, un moumou, y a personne... Enfin, je veux dire, il y a un moment... Mais je veux dire, on est dans le peuple du contrat oral. Donc, je sais pas, quoi. C'est pas les nonoches romains, les blablabla, blablabla, blablabla. Si tu fais ci, je te ferai ça, je te donnerai ci. Et après, je te donnerai ça. Puis après, tu passeras au tribunal et tu te feras peut-être exécuter. Mais à mon avis, non. Enfin, bon, et oh. Mais encore heureux que s'il est traître, il faut les buter, quoi. Je veux dire, il y a un moment, il faut arrêter. Bah, si ça serait la guerre, vous feriez quoi? Il y a votre voisin, il vous trahit, vous êtes... Imagine, les nazis reviennent, ton voisin dit à tout le monde, dit que t'es un juif, mais encore heureux, quelqu'un te prévient, tu fais quoi? Si t'es prévenu avant que les nazis viennent te prendre, bah ton voisin, tu le butes, quoi. C'est la moindre des choses. Non, je sais pas. Ou alors, c'est con et tu recommences. Enfin, tu attends qu'il recommence. Enfin, voilà. En fait, il est en train de justifier un truc qui est juste normal. Je veux dire, bon. Voilà, les gens qui veulent pas se battre, ils se battent pas, ok, mais les gens qui disent, qui sont avec toi et qui font de la merde, faut les punir, sinon, voilà, quoi.
Bon, après, peut-être qu'il a obligé des gens à se battre. Et là, dans ce cas-là, oui, c'est un connard. Mais ça m'énerve, là. Il faut arrêter d'être... On dirait que c'est la honte de pas de, de, de tout faire pour se pas laisser envahir. Comme si... On remarquera aussi que les mesures de Vercingétorix ne sont pas improvisées, elles font partie d'un plan savamment étudié. Donc la question est, est-ce qu'il y avait les druides derrière, mais que c'est pas connu, sans quoi il n'aurait jamais espéré être roi, parce que tu n'es pas roi sans l'aval des druides. Ben voilà, pour l'instant on ne sait pas, mais je le saurai un jour, parce que... cela ne veut pas dire que le roi des Arvernes soit le maître absolu. Le contexte social est celtique et aucun dictateur ne peut exercer son pouvoir sans l'assentiment des chefs. C'est ce que je viens de dire. Vercingétorix, quand il veut prendre une décision, est obligé de demander leur avis à ceux-ci, et cela ne va pas sans discussion ni sans réticence de la part de beaucoup d'entre eux. Parfois, les conversations deviennent orageuses et lors de l'affaire d'Avaricum, Vercingétorix, pour couper court aux affrontements, devra menacer de démissionner, ce qui n'aurait arrangé personne. Néanmoins, il a réussi à se faire attribuer un domaine réservé. Il est chargé de toutes les négociations avec les peuples qui ne sont pas encore engagés dans la Confédération. Bon, ben voilà, déjà, le gars... il délègue pas grand-chose, hein, donc il a le sens un petit peu des responsabilités. Il se montre un remarquable et redoutable négociateur. Ben, en même temps, il doit parler romain et plusieurs langues. Hein. Usant de son éloquence raffinée, jouant avec ses colères feintes ou réelles, ça on n'en sait rien, se servant de flatterie ou de menaces suivant les circonstances, ouais, ça on n'en sait rien, il arriva souvent à entraîner des indécis ou des indifférents. Et quand il ne peut pas agir par la persuasion verbale, il achète froidement ceux qu'il veut faire venir à lui. C'est ainsi que plus tard, en achetant le ver Gobré et certaines familles à prix d'or, il obtiendra le ralliement des Éduins. Et il faut savoir qu'il s'adresse à des peuples autonomes. Donc c'est pas rien hein, quand même de dire à des peuples autonomes « Eh oh, ouvrez les yeux, les Romains, c'est des méchants. Les Romains, ils vont vous demander... Ils sont juste là pour nous piller notre art, pour nous recopier et pour nous avilir et nous empêcher de nous autodéfendre. » Bon, en vérité, les Romains n'ont jamais vraiment réussi à romaniser. C'est Clovis qui a romanisé, et Clovis, c'était 700 ans plus tard, ok? Non mais, s'il vous plaît, quoi. C'est Clovis qui a romanisé. C'est pas César. C'est-à-dire, c'est comme si c'était en avance, quoi, les mecs. Ils disent, waouh, au secours, les Romains vont arriver, mais ils ont vu l'avenir trop loin. Mais non, vous êtes trompés, c'est dans 700 ans. Alors, il se montre un remarquable et redoutable négociateur, parce qu'en vérité, cette bataille, elle a marqué, enfin, cette révolte, elle a, qui est vraiment une révolte gauloise, qui n'a rien à voir avec la Révolution française, que c'est n'importe quoi. La Révolution française, c'est n'importe quoi. C'est de la paranoïa. C'est de la paranoïa collective. C'est juste un délirium très mince, la Révolution. Il faut que vous vous en rendiez compte, là. Parce que si vous en rendez pas compte, si vous vous rendez pas compte que la République française repose sur un délirium très mince, que la République, c'est ce que... Lisez la République de Platon. Regardez, c'est quoi la République? La République, c'est l'asservissement des masses. Ok? Bah, comment elle s'énerve la meuf, putain. Ah. Pourquoi vous allez me dire, bah, tu votes pour qui? Bah, moi je vote pour personne. Alors, il se montre un à quoi bon, quoi? Tout le monde est... Enfin, personne ne sait même pas ce qu'il représente. De toute façon, les gens pour qui vous votez, ils ont peur de vous. Alors. Vous votez pour des peureux, vous? Enfin, je sais pas quoi, il y a un moment donné. Voilà, quand on est des vrais Gaulois, je dis je suis une vraie Gauloise. En vérité, je sais pas. Je suis pas que Gauloise. Je suis d'autres trucs. Mais là voilà. Là, dans le territoire dans lequel je suis, désolée, je suis impactée par la connerie, par la méprise des gens
qui s'imaginent qu'ils obéissent à des trucs ancestraux de leurs ancêtres, qui ne savent même pas ce qu'ils disent. Vive la République, mais ils savent même pas ce que c'est, d'où ça vient. Bon, bref, là. Voilà. Peut-être qu'il y a un semblant de New Ageisme gaulois hein, qui s'est emparé du peuple aussi. Ils se sont dit non, nous on est libres, on est des Gaulois, on va tuer le roi. Le seul roi et la reine sympa qu'on a eu depuis 2000 ans. Non, pas 2000 ans, mais presque. Enfin, bon, bref. Non, parce qu'il y a eu, je pense, à la Révolution française, les gens se sont sentis faussement gaulois, quoi. Faussement unifiés. Le peuple s'est senti unifié. Voilà, mais c'était. Enfin, je veux dire. Ça venait pas ça... Oui, peut-être que c'est ce que le peuple a ressenti. De toute façon, couper les têtes, c'était un truc de celte, hein, c'est pas un truc normal. Hein. C'est pas un truc normal. Enfin bon, à l'époque, c'était pas trop la mode, quoi. Enfin bon, je sais pas comment vous dire, mais... Attends, là, je suis partie dans un délire. Non, mais il faut que j'aille jusqu'au bout, parce que sinon, c'est con, quoi. Donc, pourquoi j'en arrivais à la Révolution française ? Ouais, je pense pas qu'il y ait vraiment eu d'agents de la Révolution, d'hommes politiques connus, euh, qui aient eu ce type de courage de... J'ai pas l'impression que les gens, les acteurs de la Révolution agissaient pour le peuple réellement, en fait. Euh, je pense que si le peuple... Je pense que le peuple euh, était en perdition, encore plus quand il n'y avait plus de roi. Et que justement le roi avait compris le problème du peuple. Enfin, la détresse du peuple avait été comprise par le roi et c'est pour ça qu'on l'a... voilà, c'est beaucoup plus pervers, j'ai envie de dire. Enfin, la Révolution... On peut pas comparer la Révolution française qui, pareil, s'est préparée savamment... qui, à la base, c'était pas un truc contre le roi, mais contre les fermiers généraux. Donc, contre les ersatz. Putain, mais c'était des Romains, quoi. En fait, c'est ça, le peuple, c'était pas contre le roi, c'était contre les Romains. C'est les Romains qui ont gagné, c'est ça que je veux dire. Bordel, ouvrez les yeux. Et ça, je peux pas vous l'expliquer maintenant, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore, mais... On sent dans le comportement de Vercingétorix, dès son entrée fulgurante dans les événements, une volonté froide et lucide au service d'une foi et d'un idéal qui lui sont certes parfaitement personnels. Il agit pour lui-même autant que pour la Gaule, mais qui sont inébranlables. Vercingétorix commence par envoyer le Cadurque Luctérios ameuter les peuples du sud du Massif central et lui-même se rend chez les Bituriges car il sait qu'il ne pourra rien faire sans leur concours. Les Bituriges commencent par demander des secours aux Éduans dont ils sont les clients. Les Éduans envoient une troupe à leur aide, mais curieusement, cette troupe ne franchit pas la Loire, qui est la limite entre les deux pays. Lorsqu'ils sont de retour, les chefs de cette troupe racontent que s'ils n'ont pas voulu franchir le fleuve,
c'est parce qu'ils avaient peur de la perfidie des Bituriges, lesquels, selon eux, sont prêts à se joindre à Vercingétorix. César ajoute un commentaire significatif à cela. Agirent-ils ainsi pour le motif qu'ils déclarèrent aux légats, ou obéissaient-ils à des pensées de trahison? Le proconsul avoue ne pouvoir répondre à la question, mais la conséquence de cette défection éduenne fut que les Bituriges se rallièrent à Vercingétorix. Cependant, Luctérios réussit à gagner à la cause le peuple des Rutènes du Rouergue, ainsi que les Niciobriges de la région d'Agen et les Gabales du Gévaudan. Ah ouais, il y a des gens qui s'appellent Gabal au Gévaudan, ça je ne le savais pas. Il rassemble une importante troupe avec ses peuples et entreprend d'envahir la province en direction de Narbonne. C'est une tactique audacieuse, certainement inspirée par Vercingétorix, car elle permet de disperser les efforts que feront les Romains pour venir à bout de la coalition. Porter la guerre en pleine province risque de désorganiser les plans de défense de César. Celui-ci, averti un peu tardivement de ce qui se passe, revient d'Italie en toute hâte et distribue des troupes un peu partout pour assurer ses arrières. Il veille notamment à ce qu'on empêche Luctérios de s'engager plus avant vers Narbonne, et rendant à Vercingétorix la monnaie de sa pièce, il décide de frapper un grand coup en direction du pays Arverne. Il pense que s'il prive Vercingétorix de son pays d'origine, celui-ci ne sera plus qu'un hors-la-loi, un apatride. Il part donc pour la région des Helviens, c'est-à-dire pour le Vivarais, j'ai vécu dedans. Il franchit les montagnes dans des conditions pénibles, car le froid qui sévit est rigoureux, et parvient au voisinage des Vélaves, clients des Arvernes. Alors le proconsul hésite, il n'est pas sûr de pouvoir l'emporter. Il préfère opérer sa jonction avec les légions qu'il a laissées chez les Éduins et les Lingons. Comme il se méfie, à juste titre d'ailleurs, de ses alliés éduins, il se décide à constituer un grand corps d'armée dont il pourra disposer en toute sécurité. Vercingétorix, qui n'a pas tardé à envoyer tout un réseau d'espions bien payés chez les Romains, comprend tout de suite le projet de César. Il ne faut pas qu'il laisse au proconsul le temps de se préparer. Il se précipite donc chez d'autres alliés des Romains, un groupe de Boïens établi entre les Bituriges et les Éduins, aux environs de Gorgobrina, la Guerche. César se voit en grande difficulté. Si Vercingétorix s'empare de Gorgobrina, dans une région centrale de la Gaule, il craint que toute la Gaule n'entre en dissidence et ne l'oblige à capituler, faute de trouver du ravitaillement. La bataille pour Avaricum. César, qui a réussi à se joindre aux légions qu'il avait laissées chez les Lingons, se décide à contourner l'armée gauloise et à menacer Vercingétorix par l'ouest, laissant une garnison à Agedincum, Sens. Pour surveiller le passage de l'Yonne, il gagne la vallée de la Loire. Mais au lieu de traverser le fleuve, il le descend et va assiéger Genaboum afin de faire diversion. Il a la chance de ne trouver qu'une faible résistance devant lui. Il pille et brûle la ville, comme il le dit lui-même. Cela fait, il passe la Loire et pénètre dans le pays des Bituriges, où il assiège Noviodunum, Neuvy-sur-Barangeon. Vercingétorix se voit obligé de lever le siège de Gorgobrina pour aller au secours de ses nouveaux alliés, les Bituriges. Les habitants de Noviodunum sont sur le point de se rendre quand ils aperçoivent l'avant-garde de l'armée de Vercingétorix. Ils reprennent courage et durcissent leur défense. César veut en finir le plus tôt possible. Il fait donner toutes ses réserves, emporte Noviodunum et sans laisser le temps à Vercingétorix de le rejoindre, il s'en va vers le sud et menace Avaricum, Bourges.
principal établissement des bituriges et aussi l'un des plus riches comptoirs à blé de toute la Gaule. Il y a pour César 2 raisons fondamentales à son action. Le proconsul pense d'abord... Je suis en train de réfléchir, parce que j'ai encore du blé à semer. Je me dis, ouais, quand est-ce que je le sème? On s'en fout. Je le saurai, je le sentirai. Il y a pour César 2 raisons fondamentales à son action. Le proconsul pense d'abord, et cela il le dit, que la prise de cette ville soumettra tout le peuple dit biturige et privera son adversaire d'un précieux concours. Ensuite, mais il ne le dit pas, le ravitaillement faisait défaut aux troupes romaines, et il espérait bien en trouver dans Avaricum. Le roi des Arvernes est cependant averti que le manque de ravitaillement guette les Romains. Il comprend que César joue le tout pour le tout et qu'après ses victoires éphémères, le proconsul peut payer très cher sa précipitation. En fait, à ce moment-là, Vercingétorix tient César. Il convoque le conseil des chefs et déclare tout net qu'il faut conduire les opérations tout autrement qu'on l'a fait jusqu'ici. Moi, je te dis, Romain, César, il avait les druides de son côté. Moi, j'en suis convaincue, c'est pas possible autrement, quoi. Et le discours de Vercingétorix est rapporté par son adversaire. Par tous les moyens, on devra viser à ce but, interdire aux Romains le fourrage et les approvisionnements. C'est chose facile, car la cavalerie des Gaulois est très nombreuse, et la saison est une auxiliaire précieuse. Il n'y a pas d'herbe à couper. Les ennemis devront donc se disperser pour chercher du foin dans les granges, et chaque jour les cavaliers pourront anéantir les fourrageurs isolés. Il y a plus. Quand on joue son existence, les biens de fortune deviennent choses négligeables. Donc il faut incendier les villages et les fermes dans toute la région que les Romains, autour de la route qu'ils suivent, paraissent pouvoir parcourir pour fourrager. Pour eux, les Gaulois, ils ont tout en abondance, car les peuples sur le territoire desquels se fait la guerre les ravitaillent. Les Romains, au contraire, ou bien devront céder à la disette, ou bien s'exposeront à de graves dangers en s'avançant à une certaine distance de leur camp. Que d'ailleurs on les tue ou qu'on leur enlève leurs bagages, cela reviendra au même, car sans bagages, une armée ne peut faire campagne. Ce n'est pas tout, il faut encore incendier les villes que leurs murailles et leurs positions ne mettent pas à l'abri de tout danger, afin qu'elles ne servent pas d'asile aux déserteurs et qu'elles n'offrent pas aux Romains l'occasion de se procurer des vivres en quantité et de faire du butin. Trouvent-ils ces mesures dures et cruelles? Ils doivent trouver encore bien plus dur que leurs femmes et leurs enfants soient emmenés en esclavage, et qu'eux-mêmes soient égorgés, car c'est là le sort qui attend fatalement les vaincus. César. Tous les chefs gaulois acceptent les propositions de Vercingétorix. Il faut bien dire que c'est une solution remarquable. Au lieu d'exposer inutilement ses troupes à des combats hasardeux, le roi des Arvernes a choisi d'affamer ses ennemis et par conséquent de les affaiblir. Bientôt, ils n'auront plus de fourrage pour leurs chevaux et ils seront la proie des cavaliers gaulois dont les chevaux ne manqueront pas, quant à eux, de bon foin puisque l'on se trouve dans un pays ami. Ainsi, en un seul jour, plus de 20 villes des bituriges sont incendiées. Le succès semble assuré car les Romains commencent à s'inquiéter de la situation. Malheureusement, le problème d'Avaricum va tout remettre en question. On tient en effet un conseil sur le sort de la ville. Faut-il brûler la ville avec toutes les réserves qu'elle contient et qui font la fortune des bituriges? Vous avez qu'à les mettre ailleurs, le truc. Vercingétorix répond qu'il ne faut pas de demi-mesure et que si on n'est pas assuré de pouvoir défendre Avaricum, il vaut mieux la brûler pour achever l'opération qui consiste à priver les Romains de tout ravitaillement. Mais les habitants d'Avaricum ont leur mot à dire. Ils ne tiennent pas à sacrifier leur fortune. Ils prétendent d'ailleurs que leur ville est imprenable et ils s'en portent garant. Vercingétorix ne les croit pas. Il sait bien que si jamais César s'empare de la ville, son plan est réduit à néant et toute l'issue de la guerre peut en être changée.
L'atmosphère du conseil est dramatique. Les habitants d'Avaricum se jettent aux pieds des différents chefs et les supplient d'épargner leur ville. Après des discussions passionnées, Vercingétorix se laisse fléchir et consent à ne pas brûler Avaricum, qu'on défendra avec la dernière énergie. Le roi des Arvernes commet sa première faute. Mais il ne faut jamais désobéir à ses principes. À chaque fois que j'ai... Enfin, quand on en a. Je vous rappelle, les gens qui ont des principes osent s'opposer aux autres. S'opposer, ça ne veut pas dire être contre, être anti les autres. Ça veut dire opposer un avis qui est contraire à celui des autres. Et s'il n'y a pas ça, il n'y a pas de résolution de problème. Donc les gens qui n'ont pas de principe, ils ont besoin d'un chef, c'est normal. Donc, d'où l'idée d'apprendre aux gens, à tout le monde, d'avoir des principes. C'est pas compliqué. Alors, je dis, le roi des Arvernes commet sa première faute. Mais pouvait-il faire autrement? D'une part, l'ensemble des chefs était d'avis d'épargner la ville. D'autre part, si Vercingétorix donnait quand même l'ordre de brûler la ville, il risquait de n'en recueillir que la défection des bituriges. Bah, il avait qu'à leur tirer les cartes, bordel. Alors, un homme comme César, peu soucieux de la vie des autres, aurait pris la solution extrême. Mais Vercingétorix était d'une toute autre nature, et il semble bien qu'à son autorité intransigeante correspondait le profond désir d'être un roi bienfaiteur de son peuple et dispensateur des richesses naturelles en plein accord avec la conception celtique de la royauté. Oui. Le mythe du roi du monde était encore présent. Vercingétorix pouvait-il risquer de n'être pas conforme à l'image que chacun pouvait avoir du roi suprême? On pense à ces rois décrits dans la littérature épique de l'Irlande et qui, à leur corps défendant, sans que leur volonté soit engagée, sont prisonniers des redoutables geissas, ces interdits magiques qu'il ne faut jamais transgresser sous peine de déchéance ou de mort. C'est, semble-t-il, le cas du roi des Arvernes. On décide donc de défendre Avaricum. Pendant que les préparatifs se déroulent, Vercingétorix harcèle les Romains qui n'arrivent plus à se faire livrer du ravitaillement. Les Boïens prétendent en effet qu'ils sont trop pauvres et trop démunis. Quant aux Éduans, ils manifestent de plus en plus leur mauvaise humeur à l'égard du proconsul. Celui-ci se résout à frapper tout de suite pendant qu'il en est encore temps. Il assiège Avaricum, mais d'une façon très particulière. En effet, la ville est entourée d'eau courante et de marécages, et n'offre qu'un accès qui est d'une extrême étroitesse. Il s'installe donc devant l'accès et il entreprit de construire une terrasse, de faire avancer des mantelets, d'élever 2 tours, car la nature du terrain interdisait la circonvallation. Tu vas me dire que pendant ce temps-là, les gens, ils n'ont pas compris le gros délire qui les attendait et qu'ils ne pouvaient pas brûler leur ville et se barrer. Non. Ces tours sont en bois recouvertes de peaux d'animaux pour que l'ennemi ne puisse pas les incendier. Ah bah. Elles sont construites hors de portée des traits et comme elles sont montées sur roues, on les approche peu à peu des remparts. Putain, mais les gens devaient se marrer quand ils faisaient la guerre, non? Avant. À l'intérieur, les soldats peuvent chasser les défenseurs de remparts, bénéficiant ainsi d'une position plus élevée. Et ils protègent ceux qui tentent d'établir des brèches. Lorsque l'assaut était donné, un pont-levis s'abaissait de la tour jusqu'au rempart, ce qui permettait aux soldats de pénétrer directement les défenses de l'adversaire. Cependant, Vercingétorix, qui bat la campagne, se rapproche de la ville, se retranche sur une colline et tend un piège à César. Celui-ci, averti par des prisonniers, se précipite pour prendre l'Arverne à son propre piège, mais les Gaulois sont également avertis, et dans cette opération, les 2 adversaires se contentent de s'observer. Moi, je te dis, hein, les gens de la ville, c'était des copains de César. C'est clair, là, c'est clair, c'est net, ça. Donc je pense que s'il a accepté, il a fait semblant de déroger à un principe, il devait se douter qu'il y avait un truc louche. Là. Il s'est dit, non mais c'est pas possible, s'il se jette à mes pieds, c'est pas des Gaulois, c'est des fiottes. Celui-ci, averti par des prisonniers, se précipite. Mais les Gaulois sont également avertis et dans cette opération, les 2 adversaires se contentent de s'observer sans combattre, à la grande colère des soldats romains qui veulent donner l'assaut. Genre, les Romains sont pas contents, ils veulent faire la guerre. César se replie et fait continuer les travaux du siège. Cette affaire déclenche également la colère des Gaulois. L'inaction de Vercingétorix leur paraît suspecte. Et voici le chef en pleine assemblée, normal, il veut savoir qui c'est les traîtres, accusé de trahison.
S'il a soi-disant tendu un piège à César, c'était pour emmener avec lui les meilleures troupes et laisser les défenseurs d'Avaricum en état d'infériorité. D'ailleurs, les Romains en ont profité et sont revenus bien vite. Et certains lancent l'hypothèse que Vercingétorix s'est entendu secrètement avec le proconsul, car il préfère régner sur la Gaule par concession de César, plutôt que de devoir sa royauté aux Gaulois eux-mêmes. Cette accusation est évidemment sans fondement, mais elle témoigne de l'état d'esprit qui règne parfois dans l'armée gauloise. Non, moi je pense qu'il a laissé... Ah non, mais ma théorie est juste. Quand je dis, ben non, en fait, s'il a laissé les Romains s'occuper de la ville, il a fait une fleur à César, parce que je pense que César a dû... Ça y est, j'ai compris le truc. Putain, c'est génial, j'adore. Tout cela m'excite énormément. Non, mais on est tellement dans... Non, mais excusez-moi, mais... La guerre en Ukraine, machin... Enfin, excusez-moi, mais ça ne nous concerne pas. Si, ça nous concerne, mais pas. Dans le sens où c'est des guerres que les gens, ils se battent même pas entre eux, quoi. C'est des guerres de fiottes. Là, c'est beau, quoi. C'est beau. Moi, désolée, mais c'est... Ah, c'est beau. Moi, j'adore. Alors, l'unité de commandement... ne me demandez pas ce que j'étais dans une vie antérieure. Enfin, tout cela m'est très familier. Enfin, du coup, je comprends rien à ce monde de chochotte, quoi. Où, en plus, les gens sont méchants. Ils sont méchants, mais ils savent pas se battre. Non, mais c'est... Je sais pas, faut être généreux pour se battre, hein. Déjà, l'unité de commandement est vraiment très factice. Les soldats sont groupés par pagie, comme dit César, c'est-à-dire par fine. Donc je disais, s'il a laissé César, s'il a dit, il déclarait qu'il tendrait un pied à César, c'est pour laisser César aller brûler, aller dépouiller cette ville de traîtres. Voilà, il s'est dit, bon, je vais pas je vais pas engager mes hommes dans un combat de traîtres. Vous avez compris où je veux en venir? Alors, le seul chef auquel ils obéissent se replie sur les diverses communautés, exacerbe les passions, les jalousies, permet les interprétations les plus douteuses et constitue un terrain favorable à la propagation des fausses nouvelles. C'est le système celtique à l'état pur. Pardon. Il a ses avantages dans la mesure où les soldats d'une fine ont tous une communauté d'intérêt et qu'ils sont prêts à mourir pour elle. Mais comme en réalité cela ne dépasse jamais ce stade, l'inconvénient est grave lorsqu'il s'agit de défendre une communauté d'intérêt plus vaste. Pas convaincu. C'est essentiellement cela la faiblesse de l'armée gauloise devant le monolithisme de la légion romaine. Ouais, non, mais parce que non, mais juste les Romains, quand ils rentrent chez eux, au bout de quelques années, s'ils survivent, ce qui est très rare, ils ont des domaines, quoi. Bon. Mais des romaines, enfin voilà, des villas romaines un peu paradisiaques avec des esclaves, enfin, c'est des bourgeois, quoi. Voilà, c'est là qu'il faut chercher la raison des échecs gaulois et non dans le manque de tactique des chefs. Et encore, je suis sûre que quand on ne veut pas d'eux dans les provinces, on les exécute. C'est là qu'il faut chercher la raison des échecs gaulois et non dans le manque de tactique des chefs ou dans la façon archaïque de combattre. César connaît cette faiblesse et chaque fois qu'il l'a pu, il s'est toujours attaqué au chef, provoquant du même coup la débandade de la petite troupe qu'il commandait. C'était une façon très simple de désorganiser ses ennemis. En l'occurrence, cette accusation risque de gêner considérablement la résistance des Gaulois. Vercingétorix sent le danger. Il lui faut répliquer avec les moyens dont il dispose, son éloquence bien sûr, mais il doit aller plus loin et galvaniser ses troupes. Pour ce faire, il va recourir à la ruse. Et Vercingétorix convoque le conseil des chefs. Alors il prend la parole, il réfute les unes après les autres les manœuvres qu'on lui reproche. Il justifie son inaction lorsqu'il se trouvait sur la colline au-dessus des troupes de César. Si l'intervention des Romains est due au hasard, il faut en remercier la fortune. Si elle est due à quelque indicateur, c'est à lui, voilà, qu'il faut rendre grâce, car ils ont pu, de leur position dominante, juger du petit nombre et de la pitoyable valeur de ces soldats qui n'ont pas osé combattre et honteusement ont regagné leur camp. Il n'a pas besoin de recevoir de César
en trahissant une autorité que peut lui donner la victoire, désormais assurée pour lui et pour tous les Gaulois. Et d'ailleurs, ce pouvoir, il le remet entre leurs mains s'il croit lui faire plus d'honneur qu'il ne leur apporte de chance de salut. César. L'éloquence du fils de Celtiolos est vibrante. Cette harangue habilement construite fait de l'effet sur l'auditoire, mais Vercingétorix veut profiter de son avantage. Pour vous rendre compte, ajoute-t-il, que je dis vrai, écoutez ce que vont vous dire des soldats romains. Il fait alors paraître des auxiliaires, César dit des esclaves romains, que les Gaulois avaient fait prisonniers alors qu'ils cherchaient du fourrage. Il les avait travaillés, c'est-à-dire qu'il les avait fait torturer. Ah bon ? On leur avait fait au préalable la leçon et ils savaient ce qu'ils devaient dire quand ils seraient interrogés. Ils déclarent qu'ils sont des soldats légionnaires, que la faim, la détresse les ont poussés à quitter le camp en secret pour tâcher de trouver dans les camps un peu de blé ou de bétail. Toute l'armée est dans la même détresse, chacun est à bout de force, on ne peut plus supporter la fatigue des travaux. Aussi le général a-t-il décidé de lever le siège dans les 3 jours si l'on n'a pas obtenu de résultat. Cette audition permet à Vercingétorix de conclure par une déclaration enflammée « Voilà ce que vous devez à l'homme que vous accusez de trahison. Grâce à moi, sans qu'il vous en ait coûté une goutte de sang, vous voyez une grande armée victorieuse anéantie par la famine. Et le jour où, honteusement, elle fuira et cherchera un asile, j'ai pris mes dispositions pour qu'aucun peuple ne l'accueille sur son territoire. » Certes, grâce à cette ruse, Vercingétorix fait plus que se disculper. Il parvient à faire admettre sa tactique qui est d'isoler ses ennemis dans un pays sans ravitaillement. Tactique qui est en contradiction avec la fougue des Gaulois toujours prêts à se lancer dans un combat. Car Vercingétorix connaît bien le danger que représente cette fougue. Elle lui sera d'ailleurs fatale plus tard. Pour l'instant, il a gagné la partie. La foule pousse des clameurs et agite bruyamment ses armes, ce qui est leur façon de faire quand ils approuvent un orateur. Vercingétorix est un grand chef. Sa loyauté est au-dessus de tout soupçon. Il est impossible de conduire la guerre avec plus d'habileté. Le siège d'Avaricum continue. Les Romains, en dépit de leur épuisement, tentent l'impossible pour pénétrer dans la place. Mais les Gaulois se défendent avec tant d'habileté que César ne peut s'empêcher de montrer son admiration. C'est une race d'une extrême ingéniosité, et ils ont de singulières aptitudes à imiter et à exécuter ce qu'ils ont vu faire par d'autres, entre guillemets, les Romains. À l'aide... Oh! Mais ça va? À l'aide de lacets, ils détournaient les coups de nos faux, et quand ils les avaient bien serrés dans leurs nœuds, ils les tiraient avec des machines à l'intérieur des remparts. Ils faisaient écrouler notre terrassement en creusant des sapes, d'autant plus savants dans cet art qu'il y a chez eux de grandes mines de fer et qu'ils connaissent et emploient tous les genres de galeries souterraines. Ils emploient tous les genres de galeries. Ils avaient garni toute l'étendue de leurs murailles de tours reliées par un plancher et protégées par des pots. Ils entravaient l'achèvement de nos galeries en lançant dans les parties encore découvertes des pièces de bois taillées en pointe et durcies au feu, de la poix bouillante, des pierres énormes, et nous interdisaient ainsi de les prolonger jusqu'au pied des murs. Genre, oh, je découvre que les Gaulois ne sont pas des idiots. Cela nous vaut d'ailleurs une description très détaillée des fortifications gauloises. La plus précieuse que nous possédions et qui nous permet de comprendre les enceintes des forteresses de l'âge du fer. Celles qui correspondent le plus étroitement à cette description de César sont Mursens, dans le Lot, et Bibracte, Montbeuvray, car leur état de conservation est excellent. Voici ce que dit César. Tous les murs gaulois sont faits en général de la manière suivante.
On pose sur le sol sans interruption sur toute la longueur du mur des poutres perpendiculaires à sa direction et séparées par des intervalles égaux de 2 pieds. On les relie les unes aux autres dans l'œuvre et on les recouvre d'une grande quantité de terre. Le parement est constitué de grosses pierres encastrées dans les intervalles dont nous venons de parler. Ce premier rang solidement établi, on élève par-dessus un deuxième rang semblable en conservant le même intervalle de 2 pieds entre les poutres, sans que cependant pour cela elles touchent celles du rang inférieur. Mais elles en sont séparées par un espace de 2 pieds aussi, et chaque poutre est ainsi isolée de ses voisines par une pierre, ce qui la fixe solidement. On continue toujours de même jusqu'à ce que le mur ait atteint la hauteur voulue. Ce genre d'ouvrage offre un aspect varié qui n'est pas désagréable à l'œil, avec son alternance de poutres et de pierres, celles-ci n'en formant pas moins des lignes continues qui se coupent à angle droit. Il est de plus très pratique et parfaitement adapté à la défense des villes, car la pierre le défend du feu et le bois des ravages du bélier, celui-ci ne pouvant ni briser ni disjoindre une charpente où les pièces qui forment liaison à l'intérieur ont en général 40 pieds d'un seul tenant. Merci, parce que depuis le temps que je dis que les châteaux existaient déjà au temps des Gaulois, et qu'en général, enfin voilà, que beaucoup de châteaux sont gaulois sans qu'on ne le sache. Mais bon, c'est pas compliqué à le remarquer en vérité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de châteaux qu'on pense qu'ils viennent du 11e qui en vérité sont gaulois. Enfin bref. Ainsi protégés, les défenseurs d'Avaricum se sentent en sûreté. Les Romains sont, en plus du manque de ravitaillement, aux prises avec le froid et la pluie. Mais César anime leur courage, c'est pour eux une question de vie ou de mort. Il faut s'emparer d'Avaricum le plus tôt possible, car c'est là que se trouve le ravitaillement. Les Gaulois tentent des sorties. Mais qu'est-ce qu'ils en savent? Ils auraient pu se barrer avec tout le ravitaillement. Moi, je dis, ils auraient pu faire ça comme plan, mais bon. Les Gaulois tentent des sorties. De violents combats s'engagent, au cours desquels, malgré leur position, les Gaulois ont le dessous. Les chefs gaulois décident d'abandonner Avaricum. D'ailleurs, Vercingétorix est revenu à la charge. Il pense plus que jamais à brûler la ville afin de priver César de tout espoir. Le roi des Arvennes espère que le dégagement des troupes gauloises qui se trouvent dans la ville se fera sans trop de pertes. La fuite est prévue dans la nuit au moment où les Romains s'y attendront le moins. Mais c'est alors que les femmes d'Avaricum viennent supplier les hommes de ne pas les abandonner à la cruauté de l'ennemi. Les Gaulois demeurent inflexibles. Les femmes se mettent à crier et à hurler, ce qui avertit les Romains et empêche les Gaulois de mettre leur projet de fuite à exécution. Le lendemain, César fait donner l'assaut en engageant toutes ses forces dans la bataille. Les Romains parviennent sur les terrasses d'Avaricum et c'est la débandade. Des 40 000 soldats gaulois qui se trouvaient dans la ville, 800 seulement parviennent jusqu'à Vercingétorix. Quant aux femmes, aux vieillards et aux enfants, ils paient de leur vie la colère et la souffrance des soldats romains. Excités par le souvenir du carnage de Guénaboum et par les fatigues du siège, ils n'épargnent ni les vieillards, ni les femmes, ni les enfants. Il semble que César, très gêné par cette attitude barbare, n'ait pas réussi à contenir la violence de ses troupes. Les Gaulois sont durement affectés par cette défaite. Vercingétorix les harangue et a beau jeu de leur démontrer que tout ce qui est arrivé est de leur faute et non de la sienne, car lui-même avait prévu cette issue fatale. Ce n'est point par leur valeur et en bataille rangée que les Romains ont triomphé, dit-il, mais grâce à une technique des sièges qui a surpris l'ignorance des Gaulois. On se trompe si l'on s'attend dans une guerre à n'avoir que des succès. Pour lui, il n'a jamais été d'avis de défendre Avaricum, eux-mêmes en sont témoins. Le malheur est dû au manque de sagesse des Bituriges et à l'excessive complaisance des autres. N'importe, il aura vite fait de le réparer par de plus importants succès. Les peuples gaulois qui se tiennent encore à l'écart entreront par ses soins dans l'alliance et il fera de toute la Gaule un faisceau de volonté commune auquel le monde entier même sera incapable de résister. C'est ça. Vercingétorix est passé maître dans l'art de retourner par la parole les situations. Les Gaulois sont bien obligés de reconnaître que ces arguments sont indiscutables. On lui reconnaissait des dons supérieurs de discernement et de prévision parce qu'il avait été d'avis, alors que la situation était entière,
d'incendier d'abord Avaricum, puis de l'abandonner. Aussi, tandis que les autres chefs voient les revers diminuer leur autorité, lui, au contraire, après un échec, grandissait de jour en jour. Quand je fais ça, ça veut dire que c'était César qui parlait. Il faut bien dire que Vercingétorix, avec une lucidité froide et consciente, poursuit d'abord le but qu'il s'est fixé, unifier la Gaule et en devenir le chef incontesté et incontestable. Et pour cela, il faut qu'il apparaisse comme indispensable et infaillible. C'est une technique que beaucoup d'autres continueront à appliquer au cours des siècles. Pourquoi je fais ça? La bataille pour Gergovie. Bon, il reste quoi, une dizaine de pages. Attends, chantier. Attends. Je regarde vite fait, là, j'en suis où, le truc. Vous allez me dire, et l'amour dans tout ça et la sensibilité. Après avoir gagné la partie en parole auprès de ses troupes, Vercingétorix applique le plan qu'il a décidé lui-même. Isoler César, non mais parce que au milieu d'un pays aussi, non parce que là j'ai hyper quand même envie de manger du boboon. Or il sait que la propre tactique de César consiste à attaquer l'adversaire chez lui. Vercingétorix se décide donc à regagner le pays Arverne afin d'y préparer comme il se doit la venue de César. En somme, il s'agit de prendre César à son propre piège, en l'attirant d'abord à un certain endroit et en laissant pourrir la situation. De fait, César a bien formé le projet d'attaquer le pays des Arvernes. Mais il est retardé par des circonstances qu'il n'a pas prévues. Certes, grâce à la prise d'Avaricum, il a trouvé du ravitaillement pour ses troupes. On est à la fin de l'hiver. Il espère bien venir à bout de Vercingétorix dans les meilleurs délais. Et voici que ses alliés, les Édouins, viennent le trouver pour lui demander de régler un conflit politique chez eux. La situation est des plus graves, alors que l'antique usage veut qu'on ne nomme qu'un magistrat suprême qui détient pendant un an le pouvoir royal. Deux hommes exercent cette magistrature et prétendent tous deux être légalement nommés. Les boules. L'un est Convicto Litavis, jeune homme riche et de naissance illustre. L'autre est Cotos, issu d'une très vieille famille, jouissant d'ailleurs d'une grande influence personnelle et ayant de nombreux parents. Son frère, Valetiakos, a rempli l'année précédente la même charge. Tout le pays est en armes, le Sénat et le peuple sont divisés, les clients des deux rivaux forment deux partis ennemis. Ok, super. Et du coup, il demande à César, César, viens faire la loi dans mon pays. Et ben voilà, c'est n'importe quoi. Mais vous y croyez, vous, franchement? Non, mais en fait, c'est une blague, on est d'accord, c'est une grosse blague. César enverrait bien les Édouins au diable, mais il ne peut se permettre de laisser se développer un conflit dans un pays allié dont il a absolument besoin pour assurer son ravitaillement et ses réserves, à contre-cœur et ayant parfaitement conscience de perdre son temps. C'est une blague. Il part pour Dessetia, Decize, il convoque les deux compétiteurs, se fait exposer exactement la situation, finit par trancher en faveur de Convicto Litavis, obligeant ainsi Cotos à démissionner. Cela fait, il s'emploie encore quelques jours à calmer les esprits. Décidément, les Éduins deviennent très remuants et le proconsul s'inquiète. En fait, il n'a plus guère confiance en eux. Néanmoins, il prend ses dispositions pour continuer la guerre. Il confie 4 légions à Labienus pour marcher contre les Sénons et les Parisiens, alliés de Vercingétorix, et emmène les 6 autres avec lui vers le sud. Son but est d'attaquer la principale forteresse des Arvernes, Gergovie. Mais Vercingétorix, qui le fait surveiller, ordonne de couper les ponts sur l'Allier
et lui-même remonte le fleuve sur la rive opposée. César se trouve dans une position difficile. Il a alors recours à une ruse qui porte ses fruits. Il fait remonter le gros de ses troupes, tandis que lui-même et les soldats du génie restent cachés dans une forêt. Alors que l'attention des Gaulois est attirée par la colonne qui remonte l'Allier, César fait reconstruire l'un des ponts détruits. Après quoi, il s'assure solidement de la position et quand il joue le moment opportun, fait revenir le gros de ses troupes et le fait passer sur l'autre rive. Vercingétorix apprend la nouvelle mais ne cherche pas à établir le contact dans la vallée. Il sait par expérience que ce genre de combat est défavorable aux Gaulois. Il prévoit d'immobiliser César et ses légions autour de Gergovie qu'il juge imprenable. Et pendant que le proconsul sera ainsi immobilisé, il a l'intention de faire venir des renforts afin de bloquer complètement celui-ci. Au fond, Vercingétorix préfère une guerre de position où il se sent très à l'aise, surtout dans un pays qu'il connaît bien, à une guerre de mouvement où il serait toujours à la merci d'une attaque spontanée et irréfléchie de ses propres troupes. Il s'occupe donc de compléter les fortifications de Gergovie. Gergovie pose d'ailleurs un problème aux historiens. Officiellement, le plateau dit de Gergovie se trouve à 6 km au sud de Clermont-Ferrand, à 744 mètres d'altitude. Ce plateau n'est aisément accessible qu'à l'ouest, par la dépression du col des Goules. La vallée de l'Allier, qui s'étend à l'est du plateau, est à une altitude d'environ 400 mètres. À l'ouest, la chaîne des puits culmine avec le puy de Dôme à près de 1500 mètres. Depuis les nombreuses recherches faites par les archéologues et les historiens du Second Empire, on a localisé en cet endroit la Gergovie arverne sans en avoir une preuve absolue. En fait, c'est un décret de Napoléon III, influencé par ses historiens favoris, qui a fait de Merdogne, ancien nom du village qui se trouve sur le plateau Gergovie. Il y a cependant des faits troublants. Les fouilles qui ont été entreprises sur le plateau dit de Gergovie n'ont pas montré beaucoup de restes archéologiques gaulois, alors qu'on s'attendrait à une grande abondance de matériaux de l'âge du fer. Gergovie nous est en effet présentée comme une forteresse grande et bien peuplée, presque une ville en tout cas. Or, il semble bien qu'il n'y a pas eu de population celtique pendant tout l'âge du fer sur ce plateau, ce qui met sérieusement en doute la thèse officielle. Je sais comment ça se passe. Mais bon, je vais pas vous dire maintenant. De plus, la description des non, parce que c'est pas le sujet. Mais en général, ils ensevelissaient. Les villes étaient comme des gens, en fait. Donc voilà, quand tu trouves des mots qui n'ont rien à faire là, en général, donc je l'ai dit quand même. Alors, il semble bien qu'il n'y ait pas eu de population celtique pendant tout l'âge du fer sur ce plateau, ce qui met sérieusement en doute la thèse officielle. De plus, la description des combats, telle que César nous la présente, ne s'adapte pas correctement au site, et il faut extrapoler pour expliquer certains mouvements de troupes. Enfin, et c'est un élément capital, César décrit la forteresse comme une très haute montagne, d'accès partout difficile. Compte tenu de la faible différence entre la hauteur de la vallée et celle du sommet, 200 à 250 mètres, l'expression Altissimo Monte, pour les partisans de la thèse officielle du plateau de Merdogne eux-mêmes, paraît quelque peu surprenante. Par contre, immédiatement au nord de la ville de Clermont, la montagne des Côtes, face à Chanturgue, présente un site beaucoup plus haut et auquel on peut raccorder toutes les descriptions de César. De plus, cet endroit, au cours de fouilles qui se sont prolongées pendant 16 ans, a fourni tout ce que l'on pouvait attendre du principal établissement des Arvernes. Le site a été occupé sans interruption depuis la préhistoire jusqu'au IVe siècle de notre ère, époque à laquelle s'est développée la ville de Clermont. Et les traces archéologiques de l'époque de Vercingétorix s'y sont révélées en abondance. Ces résultats sont d'autant plus intéressants que la colline de Chanturgue, en face des côtes, et qui a été également fouillée, paraît bien être l'emplacement du principal camp des Romains pendant le siège. Sans qu'il soit possible d'apporter des preuves décisives en ce domaine,
il est plus que probable que la Gergovie de Vercingétorix se trouvait non pas sur l'actuel plateau de Gergovie, mais sur la montagne des Côtes. Cela paraît d'ailleurs plus logique étant donné que Clermont est la ville qui a pris la succession de Gergovie et compte tenu du peuplement intensif du site à l'époque gauloise. Cela dit, et quelle que soit la localisation proposée ou acceptée, il n'y a aucun problème pour les événements eux-mêmes. Ils sont bien connus par la relation de César et celle de Dio Cassius. Le proconsul sait que la place de Gergovie est bien défendue. Il ne se fait aucune illusion et s'attend à un long siège dont l'issue est incertaine. Néanmoins, il installe ses légions le plus près possible, sans aucun doute à Chanturgue, afin de profiter de la moindre défaillance des Gaulois. Cela lui permet d'ailleurs de s'emparer d'un petit camp gaulois par surprise et de priver ainsi ses ennemis d'une partie de leur eau et de leur ravitaillement. Mais si le siège continue, avec ses aléas quotidiens, la partie se joue en fait sur une autre dimension. En effet, Vercingétorix, joie des lumières bizarres, n'a attiré César devant Gergovie que pour mieux l'immobiliser. Son but n'est pas de guerroyer pour l'instant, mais de résoudre tous les peuples gaulois à s'engager avec lui et à envoyer des troupes de façon à encercler complètement les Romains et les obliger à capituler. Il commence par les Éduins, les plus coriaces peut-être, mais ceux qui, ayant été les plus utiles à César, peuvent lui être à lui aussi d'une grande utilité. Il n'hésite pas. N'ayant pas le temps de persuader, il achète. C'est ainsi que Convictolitavis, le magistrat éduin protégé par César, se laisse circonvenir à prix d'or. En secret, Convictolitavis prend contact avec son compatriote, Litavicos, et ses frères, issus d'une très grande famille. Il partage avec eux le prix de sa trahison et les exhorte à se souvenir que ce sont des hommes libres et nés pour commander. Il n'y a qu'un seul obstacle à la victoire des Gaulois qui est certaine. C'est l'attitude des Éduins, car l'autorité de leur exemple retient les autres Gaulois. Qu'ils abandonnent les Romains et ceux-ci ne pourront plus se maintenir en Gaule. Litavicos accepte de se ranger aux côtés de Vercingétorix. Or, comme les Éduins devaient envoyer à César une troupe d'auxiliaires composée de 10 000 hommes, on s'arrange pour en confier le commandement à Litavicos, à charge pour lui de les détourner de leur destination et de les rallier au chef Arverne. Il en est fait ainsi. Quand je vous disais que c'était une blague, et vous me croyez maintenant l'histoire des deux magistrats qui s'engueulent? Voilà quoi. Non mais voilà, l'art de lire les sources quoi. Tu vois.